L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Guillaume Garot pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de la Santé, la canicule frappe durement et frappe davantage encore les plus pauvres et les plus fragiles. Les injustices sociales aggravent les effets du climat. Concrètement, ceux qui vivent dans des logements sans isolation, les bouilloires thermiques, comme ceux qui sont les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées, sont aujourd'hui les plus exposés. Alors, c'est bien de dire à chacun qu'il faut boire, qu'il faut rester au frais. Et c'est vrai que les messages de prévention sont nécessaires. Mais vous conviendrez, Monsieur le Ministre, que ça ne suffit pas. Surtout si les épisodes de canicule se répètent et durent tous les étés avec un risque sanitaire majeur alors que nos hôpitaux sont en souffrance. Le président Macron avait promis en avril 2023 de régler le problème des urgences en 18 mois. Promesse sans lendemain. En 2024, 2 services d'urgence sur 3 en France ont fermé au moins une journée en juillet ou en août. Nous sommes en juillet 2025 et la situation s'est dégradée. Des services engorgés et même des services qui ferment certains jours et certaines nuits, faute de médecins urgentistes. Nous savons ce qu'il en est en Mayenne, comme dans bien d'autres départements de France, hélas. Monsieur le ministre, comment nos hôpitaux passeront-ils l'été? Quelles garanties pouvez-vous donner aux Français qu'ils seront partout bien accueillis aux urgences maintenant, mais aussi tous les jours de toute l'année? C'est un enjeu de santé, c'est un impératif de justice entre tous les Français. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Yannick Noder, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Madame la Présidente, Monsieur le député Garot, Mesdames et Messieurs les députés, par votre question, vous rappelez la nécessité des gestes de prévention vis-à-vis des plus fragiles, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes à la rue et notamment les enfants. Et vous faites bien, et je crois que nous avons tous ce rôle de rappeler les rôles de prévention. Par contre, vous posez aussi la question du capacitaire à tenir et à pouvoir accueillir les patients dans de bonnes conditions dans l'ensemble des urgences de France et d'outre-mer. Mon ministère a anticipé les relations avec la ville, avec les sapeurs-pompiers, avec la sécurité civile, avec la Croix-Rouge pour justement pouvoir informer, faire ces gestes de prévention et de pouvoir accueillir en s'appuyant également sur les élus locaux. Les maires sont particulièrement mobilisés avec notamment tous les fichiers des personnes vulnérables qui permettent de faire le aller vers ce dernier kilomètre, souvent effectué par déjà les acteurs du domicile et par les centres communaux d'action sociale qui souvent sont avec des bénévoles. D'une façon générale, il ne faut pas se nier la face. Il y a des problèmes au niveau des urgences et vous évoquez particulièrement une situation qui vous tient à cœur, celle de la Mayenne, et je sais que vous y travaillez. Vous le savez, je me rendrai ce vendredi en Mayenne à la rencontre des élus, de l'ensemble des élus, des 3 sites hospitaliers ainsi que l'ensemble des organisations syndicales pour que nous puissions avoir une organisation territoriale de la prise en charge des soins sur ce département comme partout en France. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je crois que vous n'avez plus de temps, monsieur. Une seconde. Merci, Monsieur le ministre, mais ça ne suffira pas. Merci beaucoup, Monsieur Garot. La parole est à présent à Monsieur Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, jeudi, lors de la journée réservée au groupe UDR, nous défendions une proposition de loi pour lutter contre les mariages simulés et arrangés, véritable moyen d'obtention frauduleuse de titres de séjour et d'évitement des OQTF. Face à cela, la gauche de cet hémicycle a choisi l'obstruction, comme à son habitude, oscillant entre le burlesque et le grotesque.
Mais ce qui est plus grave, Monsieur le Premier ministre, c'est que votre gouvernement avait les moyens d'y mettre un terme. L'article 44, alinéa 2 de la Constitution, vous permettait de balayer ces amendements dilatoires. Votre garde des Sceaux, Gérald Darmanin, n'a rien fait. Pourtant, ce texte venait du Sénat, repris mot pour mot, et le président de la République, face à Robert Ménard, avait déclaré à la télévision que le procès dont il faisait l'objet était ubuesque, souhaitant que cette loi soit inscrite à l'Assemblée nationale le plus rapidement possible. Était-ce un mensonge de plus ? Pire, le garde des Sceaux a sciemment laissé filer le temps pour ensuite venir feindre la surprise dans l'hémicycle. Et comble du cynisme, il a osé accuser notre président Éric Ciotti d'avoir mal géré cette journée. C'est une inversion accusatoire indigne. Monsieur le Premier ministre, où étiez-vous ? Avez-vous donné l'ordre à votre ministre de la Justice de saborder ce texte, tant attendu par les Français ? Avez-vous cautionné ces manigances et ainsi trahi la parole présidentielle ? Et surtout, que dites-vous aux maires de France, laissés seuls face au mariage frauduleux parce que votre gouvernement a préféré la tambouille politicienne à l'intérêt des Français ? Comment osez-vous prétendre défendre ces maires quand le ministre de l'Intérieur, M. Brutaillot, a laissé ses propres troupes du groupe LR boycotter sciemment le débat et le vote sur ce texte ? Enfin, Monsieur le Premier ministre, nous demandons que ce texte soit remis dans les plus brefs délais à l'ordre du jour de cette Assemblée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Patrick Mignola, ministre en charge des relations avec le Parlement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs le député. Monsieur le député, vous évoquez un épisode jeudi dernier qui est en effet regrettable puisque chaque groupe au sein de cette Assemblée a envie et a besoin de faire progresser les contributions, les propositions qui sont les siennes. Et malheureusement, et c'est un appel que je fais en tant que ministre des Relations avec le Parlement, cette niche parlementaire qui vous était réservée au groupe du président Ciotti était extrêmement touffue, avec des textes très nombreux et des textes qui faisaient en effet débat, sinon polémique, au sein de l'Assemblée nationale, ce que le gouvernement considère comme absolument légitime. Il est logique qu'un certain nombre de forces politiques puissent s'opposer, surtout sur des sujets comme ceux-là, car vous le savez, le gouvernement avait choisi, vous l'aviez entendu, et au demeurant, vous aviez été battu sur un des articles principaux de cette loi. Nous pouvions progresser sur ce chemin pour accompagner mieux les maires, mais néanmoins ne pas se mettre en rupture avec la tradition juridique qui est celle de notre pays et celle de notre État de droit. Il va de soi que nous ne pouvons que déplorer que l'obstruction ait empêché d'aller au bout de l'examen de ce texte. Et je ne doute pas qu'à travers votre groupe, à travers d'autres groupes, les débats puissent se poursuivre et le gouvernement évidemment accompagnera et veillera à ce que cela puisse être le cas. Quant à la position du gouvernement, lorsqu'il s'agit d'activer l'article 44, alinéa 2, il le fait lorsque une majorité de l'Assemblée, des groupes de l'Assemblée, peut y adhérer. Tel n'était pas le cas, et c'est la raison pour laquelle le garde des Sceaux, ministre de la Justice, n'a pas opéré ce 44.2, quand bien même le gouvernement, effectivement, en avait la possibilité et lui en avait donné l'autorisation. Je ne puis que vous inviter, lors de votre prochaine niche parlementaire, à faire moins de textes, mais sur le fond, à ce que le débat se poursuive dans de bonnes conditions. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je vous rappelle que le nombre de textes dans une niche parlementaire est une prérogative des groupes politiques et qu'il s'agit de droit sacré de l'opposition. La parole est à présent à Monsieur Jean-Victor Castor pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur François Bayrou, Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur Manuel Valls est venu en Guyane et il a fallu que la société civile et les élus, lassés du tourisme ministériel de tous les gouvernements, arrachent une réunion sur le projet unanime d'autonomie de la Guyane. Le 16 juin dernier, devant l'ensemble des élus de Guyane, réunis en congrès, il a annoncé la reprise du processus d'évolution statutaire par une première rencontre à votre ministère dans la première quinzaine de juillet, suivie dans la foulée d'une seconde rencontre avec le président Macron. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet et aucun élu de Guyane n'a reçu la moindre convocation pour ces réunions de travail. Ma question sera donc simple. Quand comptez-vous recevoir les élus de Guyane afin de poursuivre les discussions sur l'autonomie? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Manuel Valls, ministre en charge des Outre-mer.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Victor Castor, vous l'avez dit, lors de mon récent déplacement, je me suis exprimé à l'invitation du président Gabriel Serville devant le Congrès des élus de la Guyane et de la commission spéciale institutionnelle avec, c'est vrai, des représentants de la société civile. J'ai répondu à une invitation quand elle a été organisée. J'ai proposé de travailler sur tous les sujets de la Guyane et je veux et nous devons apporter une réponse globale. Sur la question statutaire, j'ai promis l'engagement de renouer le dialogue. Le Congrès des élus de Guyane, et je le dis à l'ensemble de la représentation nationale, a adopté à l'unanimité des délibérations en vue de proposer un schéma institutionnel. Et mon engagement est bien que le document d'orientation soit le support des premières discussions. J'entends réunir une délégation d'élus. Nous en avons parlé d'ailleurs avec le président Gabriel Serville dès que cela est possible. Et le président de la République s'est aussi engagé à recevoir une délégation d'élus. Il n'y a pas de tourisme ministériel. La Guyane est un territoire français. Les ministres y vont et c'est normal pour travailler sur les dossiers qui intéressent ce département, cette région, ce territoire qui fait face à des défis considérables et nous pouvons ensemble les partager. C'est en train de s'organiser. J'ai une parole et nous organiserons le plus vite possible ces rendez-vous dès que tout le monde sera en état de disponibilité. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le député. Moi, j'observe qu'on n'a pas eu de date. Monsieur le ministre, pour sortir la Guyane du marasme administratif, économique, écologique, sanitaire, éducatif, dans lequel une gestion normative inadaptée et trop souvent absurde l'a plongée, la question de l'autonomie, elle est vitale. Donc, l'ensemble des élus et que l'ensemble de la représentation nationale le sache, le Congrès des élus de Guyane réunit les 55 élus territoriaux, les 4 parlementaires et les 22 maires des communes, plus les 4 présidents de PCI. À 2 reprises, en 2020 et en 2022, il y a eu un vote unanime. Que demander de plus comme vote démocratique, comme demande? Ça date de 2017, suite à un mouvement social qui a réuni plus de 40 000 personnes et le processus a été enclenché et est au journal officiel depuis 2017. Bientôt, si nous attendons encore, ça va faire près de 10 ans. Donc la parole de l'État doit être une parole qui doit être respectée. Nous avons connu tous les premiers ministres et les réponses sont toujours les mêmes, elles sont dilatoires. Mon dernier propos, nous avions commencé des négociations avec M. Darmanin. Il a décidé de manière unilatérale à Paris d'arrêter toutes les négociations. Monsieur le député. Monsieur le ministre, il vous reste un peu plus de 30 secondes. Monsieur le député, vous avez souhaité avec tous les élus, à commencer par le président Gabriel Serville, que je m'exprime devant le Congrès. J'étais là. Nous avons pris des engagements d'avoir des réunions de travail. Elles auront lieu. Cette semaine va être beaucoup consacrée, et vous le savez parfaitement, à la Nouvelle-Calédonie. Plutôt que de s'invectiver ou de mettre en cause l'engagement de l'État, moi ce que je vous propose, c'est un dialogue constructif et franc pour l'avenir politique, institutionnel, économique et social de la Guyane. C'est ça que vous attendez, c'est ça que les Guyanais attendent et je serai au rendez-vous. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent à Monsieur Jean-Pierre Bataille pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre du Travail et de la Santé. Madame la Ministre, en tant que pharmacien d'officine, je suis profondément attaché à notre maillage officinal de proximité, aujourd'hui gravement menacé. Depuis ce matin, les pharmaciens sont en grève pour dénoncer un projet de réforme brutale, la réduction de moitié des remises sur les médicaments génériques, décidée unilatéralement par la direction de la Sécurité sociale, sans concertation préalable avec les représentants de la profession, ceux-ci n'ayant été reçus que le 20 juin pour une application le 1er juillet. Le plafond actuel de 40% pourrait chuter à une fourchette de 20 à 25%, voire à 2,5% dès aujourd'hui, faute de texte transitoire. Cette mesure entraînerait une perte estimée de 600 millions d'euros pour le réseau officinal, soit l'équivalent de 30 000 euros par officine, représentant 30% de l'excédent brut d'exploitation. Ces conséquences seraient lourdes. 20 000 suppressions d'emplois, fermeture d'officines, près de 40% du réseau menacé, dégradation de l'accès aux soins, notamment dans les zones sous-dotées, où les pharmacies sont souvent l'unique point d'accès aux soins. Ces effets financiers, matériels et humains vont à l'encontre du rôle fondamental joué par la profession pendant la crise du Covid et ses missions élargies aujourd'hui, dépistage, prévention, coordination dans les soins à domicile.
Les pharmaciens ont su évoluer au service de la santé publique, ne les oubliez pas. Cette orientation est d'autant plus incompréhensible qu'elle fragilise un levier de régulation efficace qui permet chaque année des économies substantielles. Demain, quel intérêt y aurait-il à envoyer des médecins en consultation dans des territoires où les pharmacies auraient fermé? Je rappelle à nos collègues que depuis 5 ans, 200 pharmacies disparaissent annuellement. Alors, Madame la Ministre, mes 2 questions sont simples. Allez-vous sans délai prendre un arrêté pour maintenir le plafond de remise sur les génériques le temps d'une véritable concertation? Et êtes-vous prête à renoncer à cette réforme si elle met en péril l'équilibre économique des pharmacies et l'accès des soins aux Français? Je vous remercie. Monsieur Yannick Neuder, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Madame la Présidente, Monsieur le député Badaï, Mesdames et Messieurs les députés, par l'intermédiaire de votre question, vous posez clairement la question du maillage des officines de pharmacie sur nos territoires. Et on voit bien la difficulté de maintenir l'efficacité économique de ces petites pharmacies de proximité qui rendent pourtant un rôle fondamental à nos patients de pouvoir s'approvisionner en médicaments dans des zones proches. Donc concernant le plafond de remise que vous mettez sur la table, à juste titre, j'ai reçu les organisations syndicales pas plus tard que entre midi et 2. Et effectivement, l'arrêté est pris pour justement bloquer cet arrêté, pour laisser les négociations se faire. Vous êtes de très nombreux parlementaires à m'avoir alerté sur ce sujet-là. Je pense que nous avons des déserts médicaux sur lesquels nous sommes en train d'avancer. Des déserts pharmaceutiques n'arrangeront rien du tout. Donc il faut maintenir ces officines de proximité puisque nous avons près de 300 fermetures par an d'officines. Et je salue le travail des syndicats, mais surtout des URPS pharmacie, puisque nous réfléchissons à des mécanismes de compensation avec la CNAM, puisque certaines pharmacies jouent vraiment des rôles de proximité. Et il faut que l'on conserve nos réseaux d'officines dans l'ensemble de nos communes et particulièrement dans nos zones rurales. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Madame Naïma Moutchou pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, quand un journaliste français est condamné à 7 ans de prison en Algérie, la question n'est pas seulement diplomatique. Elle est éminemment politique et en vérité, elle engage toute la France. Christophe Glaise est collaborateur des magazines SoFoot et Society. Il enquête, il écrit, il raconte sa passion du football depuis plus d'une décennie. Il n'est ni un activiste ni un provocateur. Mais sous prétexte qu'il aurait échangé il y a près de 10 ans avec une figure criminalisée bien des années plus tard par Alger, il se retrouve aujourd'hui enfermé. Enfermé donc pour avoir fait son travail. Ce n'est pas une dérive, c'est une instrumentalisation politique de la justice par un régime autoritaire qui bâillonne la critique et qui veut régler ses comptes avec la France. L'affaire Boualem Sansal confirme ce climat de tension. 5 ans de prison, 5 ans à nouveau décidé ce matin même en appel contre l'écrivain français. Boualem Sansal, qui est âgé de 75 ans, qui est malade, a signé au silence, lui aussi, pour ses mots. Même méthode et même arbitraire. Et toujours, Monsieur le Premier ministre, toujours aucun signe de vie de Cécile Collère et de Jacques Paris, retenus en Iran depuis bientôt 3 ans. 2 visages de plus dans cette longue liste de Français détenus par des régimes qui bafouent l'état de droit. La France ne peut pas rester timorée. Elle ne peut pas ménager les pouvoirs qui enferment pendant que certains, jusqu'ici, jusque dans ces bancs, choisissent d'aller leur dérouler le tapis rouge, grisé par de pseudo-honneurs, quand leurs propres compatriotes croupissent, eux, dans l'ombre. Il est temps d'être clair. Protéger nos compatriotes, c'est tenir tête au régime qui les emprisonne injustement. Et c'est aussi refuser que certains ici leur servent de caution diplomatique. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, une parole forte pour les Français détenus illégalement à travers le monde et une stratégie claire pour les défendre et pour défendre nos principes. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Naïma Moutchou, 2300 compatriotes détenus à l'étranger bénéficient de l'accompagnement des services consulaires du ministère des Affaires étrangères. Et parmi eux, certains sont détenus dans des conditions arbitraires, retenus otages ou pire encore.
Et alors, c'est la diplomatie française tout entière qui se mobilise pour obtenir leur libération. Et c'est ainsi qu'avec un immense soulagement, nous avons accueilli la nouvelle de la libération de notre compatriote Ofer Calderon, il y a quelques mois, après 484 jours passés dans l'enfer des tunnels de Gaza. C'est ainsi que nous avons accueilli avec un immense soulagement la libération d'Olivier Grondeau, après 887 jours passés dans des prisons iraniennes, ou encore celle de Théo Clair, après 422 jours de détention en Azerbaïdjan. Et comme je veux avoir aujourd'hui une pensée particulière, d'abord pour Cécile Kohler et Jacques Paris, retenus otages depuis plus de 3 ans en Iran, dans des conditions indignes, assimilables à de la torture. Nous avons obtenu, après avoir exercé une pression très forte sur les autorités iraniennes, une visite aujourd'hui de la part de notre chargé d'affaires en Iran. Je veux évidemment avec vous m'indigner de la condamnation en appel de notre compatriote Boualem Sansal, qui est incompréhensible et injustifiable. Aujourd'hui, alors que la procédure est arrivée à son terme, les autorités algériennes sont face à un choix, celui de la responsabilité, de l'humanité et du respect, permettant à notre compatriote d'être libéré et soigné en tenant compte de son état de santé et de son âge. Et puis s'agissant de Christophe Glaise, comme depuis le premier jour de son arrestation au mois de mai 2024, nous sommes à ses côtés. Nous avons été vivement choqués par sa condamnation en première instance à 7 ans de prison, condamnation extrêmement lourde, et nous allons nous mobiliser pour obtenir sa libération. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Julien Limongi pour le Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Monsieur le Ministre, je vais être très direct et très sincère. Je ne crois pas en vous. Comme beaucoup de jeunes Français patriotes, je n'ai jamais cru en cette droite qui parle fort sur les plateaux télé et disparaît des bancs de l'Assemblée dès qu'il s'agit de voter pour défendre les Français. C'est pourquoi je me suis engagé au Rassemblement national, aux côtés de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Et chaque jour, les faits nous donnent raison. Les chiffres sur l'immigration de votre propre ministère sont tombés la semaine dernière et ils sont accablants. Plus de 4,3 millions de titres de séjour en circulation en 2024. Une seule comparaison. Vous en avez octroyé 343 000 en 2024 contre 172 000 en 2007. C'est le double. Et je ne parle même pas de l'immigration clandestine hors de tout contrôle. Bref, tout explose et provoque des bouleversements culturels profonds. Même à Nangy, au cœur des campagnes de l'abri, des fillettes portent désormais le voile. Voilà où mène votre politique, à l'effacement progressif de notre identité. Les Français n'ont jamais voté pour subir cette immigration massive et incontrôlée. Et vous, Monsieur le Ministre, que faites-vous? Absolument rien. Votre fameuse réponse graduée face au régime d'Alger, inexistante, et c'est Boualem Sansal qui en paye aujourd'hui le prix. En réalité, vous marchez dans les pas du catastrophique Gérald Darmanin, qui s'est encore aplati la semaine dernière devant l'extrême gauche pour bloquer l'interdiction des mariages blancs avec des clandestins. Vous incarnez les derniers soubresauts d'un système à bout de souffle. Monsieur le ministre, à quoi servent donc vos discours de fermeté si dans les faits vous soumettez notre pays à l'immigration massive? L'heure est venue de tourner la page et cette page, c'est nous qui l'écrirons. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député, je vois que très régulièrement, très constamment, aujourd'hui et depuis ces dernières semaines, vous me gratifiez de nombreuses attaques. Et voyez-vous, j'y vois plutôt une marque d'intérêt. Comme on dit chez moi, on préfère faire envie que faire pitié, voyez. Et je veux bien être tenu pour responsable, mais simplement de mes propres décisions. Je suis arrivé et j'ai été nommé au ministère de l'Intérieur à l'automne 2024. Vous pensez qu'en quelques mois, sérieusement, monsieur le député, on peut tout inverser? Je ne le crois pas. Je pense, comme beaucoup de mes compatriotes, que la France n'a plus la capacité, plus les moyens d'intégrer de plus en plus d'étrangers. Et le peuple de France, comme tous les peuples d'Europe, nous demande de reprendre le contrôle. C'est ce que je fais. Vous me demandez ce que je fais. À l'international, nous multiplions les accords avec les pays d'origine et de transit. En Europe, pour la première fois, la désastreuse directive retour va être transformée. Et enfin, par des circulaires très fermes,
par des circulaires, par des actes, j'obtiens des résultats. Je vous en donne quelques-uns. Au premier trimestre, désormais, de tous les pays d'Europe, la France est le pays des 27 qui éloigne le plus d'étrangers en situation irrégulière. Eurostat, vous irez le contrôler. Ensuite, pour ce qui concerne les régularisations, moins 30% depuis ces derniers mois. Là encore, sur les naturalisations, moins 17%. Sur les éloignements forcés, plus 17%. Vous voyez, il reste beaucoup de choses à faire. Il reste beaucoup de choses à faire. Et ce serait mentir que de dire aux Français que tout ça peut être réglé d'un coup de baguette magique. Mais ça ne sera pas réglé à coup d'attaque, à coup de vidéos TikTok postées ou à coup de slogans sommaires. Les choses sont plus compliquées et nous obtenons des résultats. Mon premier résultat, c'est d'avoir inversé une tendance qui était là depuis des années. Monsieur le ministre, monsieur le député. Oui, monsieur le ministre. Quand on voit que vous avez confié les clés de la construction de votre projet à Jean-François Copé, figure de l'islamo-droitisme et du pain au chocolat 15 centimes, permettez-nous d'avoir quelques doutes. Exactement, bravo. Je vous remercie. La parole est à Madame Graziella Melchior pour le groupe EPR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Madame la ministre, notre pays vit une vague de chaleur inédite et dont les records s'accumulent avec des températures qui dépassent les 40 degrés après les nuits les plus chaudes jamais enregistrées pour un mois de juin. Je veux avoir une pensée particulière pour celles et ceux qui sont aujourd'hui contraints de travailler en extérieur en plein soleil. Au moment où certains sur ces bancs tentent de détricoter les avancées écologiques historiques que nous avons portées, l'urgence climatique se rappelle à nous et au nom de tout notre groupe Ensemble pour la République, je veux dire que nous ne céderons rien sur nos ambitions. Nous avons le devoir de construire des réponses de long terme. En décembre 2023, je remettais un rapport relatif à l'adaptation de l'école aux enjeux climatiques avec une conviction. L'école doit être le moteur de la transition écologique pour former des citoyens éclairés. Nous défendions notamment l'éducation au contact de la nature et je voudrais, en ces temps de canicule, inviter les enseignants à faire classe dehors, dans les parcs ou les forêts qui constituent des îlots de fraîcheur. Cela fait d'ailleurs l'objet d'une proposition de loi transpartisane que nous portons avec mes collègues Florence Herouin-Léautey et Jérémy Yordanov. En outre, l'école doit aussi être exemplaire et la rénovation du bâti scolaire est fondamentale, tout comme la végétalisation des cours de récréation pour affronter les bouleversements climatiques qui vont s'accélérer. Rappelons que depuis 2020, le président de la République en a fait une priorité de l'État avec pour objectif la rénovation de 10 000 écoles d'ici 2027 et 40 000 d'ici 2034. Pouvez-vous nous indiquer, Madame la Ministre, comment vous entendez contribuer à la rénovation du bâti scolaire et plus largement au bâti public et à la renaturation des espaces? Plus généralement, pouvez-vous nous détailler vos ambitions pour adapter notre société au changement climatique? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Melchior. Merci de votre question et je veux d'abord exprimer tout mon soutien à nos concitoyens qui sont exposés à cette chaleur accablante ainsi qu'aux travailleurs dont nous avons pris soin avec un décret qui rentre en vigueur aujourd'hui, justement parce que nous avons anticipé ces situations de dérèglement climatique et de canicule. Je veux saluer aussi l'engagement exemplaire des soignants, des services de secours, des collectivités locales et de toutes celles qui sont aujourd'hui sur le terrain mobilisées. Il n'est pas question d'attendre ni de reculer. Vous avez raison, Madame la députée. Et vous le savez, nous n'avons pas entendu que certains proposent de climatiser des bâtiments pour nous en occuper. Depuis 2004, chaque EHPAD se doit d'avoir une pièce rafraîchie. Il en va de la responsabilité de chaque directeur de respecter cette obligation. Depuis 2023, je soutiens, et c'est moi qui l'ai fait en tant que ministre de la Transition énergétique, l'accompagnement des gestes au travers de ma prime Rénov' pour apporter du confort d'été dans les logements. Depuis 2 ans encore, nous avons lancé une opération EduRénov' qui permet de rénover thermiquement des écoles avec l'appui du Fonds vert, des collectivités locales et de la Banque des territoires.
Grâce à cette opération, nous sommes aujourd'hui à 5000 écoles rénovées. Le président de la République demandait 40 000 écoles en 10 ans. Nous sommes sur la bonne route et nous allons continuer. Car au-delà de ceux qui, l'inverse de vous, articulent la contradiction et votent contre la programmation pluriannuelle de l'énergie qui prévoit de tripler les réseaux de froid et la climatisation, nous agissons grâce à l'appui de votre groupe politique. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Elle n'a pas fini. Il ne vous reste plus de temps, Madame la députée. La parole est à présent. Un peu de silence, s'il vous plaît. La parole est à Monsieur Sylvain Carrière pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre de la Transition écologique. En 2015, la France se félicitait de signer les accords de Paris. 10 ans plus tard, l'objectif de 1,5 degré est déjà dépassé. En 2019, les marches pour le climat faisaient battre le pavé à des milliers de jeunes. À ce cri du cœur, vous répondez par une inaction coupable. La vague de chaleur que nous traversons ne sont qu'un avant-goût. Aujourd'hui, les enfants étouffent dans les salles de classe, les seniors souffrent dans les EHPAD, tout comme l'ensemble des salariés à qui je tiens d'ailleurs à rendre hommage. Un tiers des logements sont des bouilloires thermiques. Aucune route, aucun chemin de fer n'est adapté à un monde à plus 4 degrés. Aucun système agricole non plus d'ailleurs. Alors que nos garrigues brûlent, la Macronie attise les flammes aux côtés de l'international réactionnaire. 20% de budget d'écologie en moins l'année dernière. Un passage en force pour de nouvelles autoroutes, pour des méga-bassines qui assèchent les nappes phréatiques, sans parler des pesticides qui concurrencent le réchauffement climatique dans l'extermination des pollinisateurs. Madame la ministre de la Transition écologique, de combien de degrés supplémentaires, de combien d'accidents du travail, de combien de désastres agricoles, de combien d'années d'inaction avez-vous encore besoin pour enfin donner un sens à l'intitulé de votre ministère? À la France Insoumise, nous sommes prêts à engager la bifurcation écologique. Nous sommes prêts à la grande planification, celle de l'écologie populaire selon les besoins. Notre groupe vient d'ailleurs de publier un plan canicule. Rénovation thermique massive, adaptation des villes et lutte contre les îlots de chaleur urbains, protection des travailleurs face aux températures extrêmes. Ce sont là des premières mesures. D'autres suivront, issus du programme jugé le plus écologique de la dernière présidentielle. Merci beaucoup, Madame la ministre, le monde suffoque, le temps de votre inaction doit cesser. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique et de la biodiversité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Carrère. La vigilance rouge canicule dans 14 départements, notamment l'Île-de-France, nous rappelle avec une acuité brutale que le dérèglement climatique n'est pas une abstraction pour demain. C'est une réalité qui touche en premier lieu les plus vulnérables, ceux qui sont mal logés, ceux qui vivent dans des îlots de chaleur et qui subissent de plein fouet cette vague de chaleur. L'écologie populaire que porte ce gouvernement, ne doit pas être celle des injonctions moralisatrices, mais celle qui améliore la vie quotidienne. L'écologie populaire que je porte, c'est celle qui a rénové thermiquement le logement de plus de 1,2 million de ménages, en ciblant d'abord les classes moyennes et les classes populaires. L'écologie populaire que je porte, c'est celle qui a rénové ces 2 dernières années 5000 écoles avec l'appui du Fonds vert et de la Banque des territoires. L'écologie populaire que je porte, c'est celle qui permet d'accéder à une voiture bas carbone à 100 € par mois avec le leasing social et qui a accompagné 1 million de ménages dans leur changement de véhicule. L'écologie que je porte, populaire, c'est celle qui a baissé de 20% les émissions de gaz à effet de serre ces 7 dernières années. À la France Insoumise, on soutient l'écologie, mais quand il faut voter contre les ZFE, on est toujours présent. Merci beaucoup, Madame la députée. La ministre. Alors, s'il vous plaît, un peu de silence pour que je puisse donner la parole à Monsieur Nicolas Bonnet pour le groupe écologiste et social. Moi, c'était écrit à l'avance. Hein. Allons-y. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, si vous me laissez... Allez, s'il vous plaît.
Monsieur le Premier ministre, nous assistons au rituel du début de l'été, la surprise de voir le thermomètre dépasser les 30, 35 et parfois 40 degrés. Mais la seule surprise avec cette chaleur, c'est qu'elle vous surprenne encore. Qui aurait pu prédire, disait le président de la République? Pourtant, depuis plusieurs décennies, le consensus scientifique l'a démontré et annoncé. La multiplication et l'intensification des vagues de chaleur sont l'une des conséquences directes du réchauffement de notre planète. Face à cela, on ne peut que constater l'impréparation du gouvernement et de l'État. Alors que Météo France nous alertait depuis la semaine dernière sur les vagues de chaleur, pourquoi a-t-il fallu attendre dimanche soir pour qu'une cellule interministérielle de crise soit convoquée? Mais ce n'est pas seulement une crise, on ne peut plus se contenter des appels à rester chez soi et à boire de l'eau. Notre pays a besoin d'une adaptation structurelle et transformationnelle face aux canicules. Plus d'un logement sur 3 devient une bouilloire inhabitable à chaque vague de chaleur. Face à l'inaction des gouvernements successifs, je tiens à saluer le travail de la Fondation pour le logement des défavorisés, à l'initiative d'une proposition de loi transpartisane portant des mesures concrètes pour adapter rapidement les logements aux chaleurs extrêmes. Nous ne sommes pas non plus prêts sur les bâtiments accueillant du public, notamment les plus vulnérables, comme les personnes âgées, les malades ou les enfants. Dans certaines villes, comme Tours, les maires n'ont eu d'autre choix que de fermer les écoles, car c'était cela où portait la responsabilité de laisser plus de 30 enfants par classe dans une salle à 40 degrés. Je pense également à celles et ceux dont les conditions de travail deviennent insupportables deviennent insupportables. Il est urgent de les protéger en permettant la modification des horaires et l'arrêt du travail lorsque c'est nécessaire. Je ne rentrerai pas dans le détail des nombreux trains annulés aujourd'hui, tels que la ligne Paris-Clermont que je connais bien, ou encore des centrales nucléaires arrêtées. Nous le voyons, l'adaptation sera de plus en plus difficile et coûteuse. C'est pourquoi il est indispensable de freiner le changement climatique en réduisant drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Monsieur le Premier ministre, je vous invite à regarder les enjeux du changement climatique. Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre en charge de la transition écologique et de la biodiversité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le député, les députés décidément. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bonnet. Alors, je crois que vous n'avez pas eu le temps de formuler votre question, mais vous mettez le doigt sur effectivement la situation auquel nous faisons face. C'est-à-dire que très clairement, l'épisode que nous vivons est un épisode qui est lié avec le dérèglement climatique. Et cet épisode doit faire l'objet d'une double politique écologique. Le premier pilier de cette politique écologique, c'est la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Nous devons continuer à baisser les émissions de gaz à effet de serre, car c'est la cause de ce dérèglement et c'est la poursuite de ces efforts qui vont nous permettre d'amortir autant que possible cette transformation de notre vie et de nos conditions de vie. Le deuxième pilier de cette politique, c'est l'adaptation au changement climatique. C'est le plan que j'ai présenté au mois de mars dernier avec le soutien à la quasi-unanimité du Conseil national de la transition écologique, dont je rappelle qu'il réunit les représentants des entreprises, des syndicats, des associations environnementales, des jeunes, ce qui est important, et des élus locaux et nationaux. Et ce plan prévoit en 200 actions de répondre point à point aux enjeux de l'adaptation au changement climatique. Adaptation de nos infrastructures, qu'il s'agisse de l'énergie, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse des bâtiments, amélioration de notre culture de risque, accompagnement des populations, notamment en matière sanitaire, car derrière des épisodes de canicule, il y a aussi des enjeux de nouvelles maladies qui peuvent se poser. Je pense notamment à l'apparition sur notre territoire du chikungunya. Tous ces éléments composent une politique interministérielle sur laquelle nous investissons massivement. Plus de 2 milliards d'euros sont engagés cette année dans l'adaptation au changement climatique et vous pouvez compter sur le gouvernement pour agir. La parole est à présent à Madame Géraldine Granger pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre,
Le 20 juin dernier, votre ministère annonçait un projet de plafonnement drastique des remises commerciales sur les médicaments génériques, hybrides et biosimilaires. Une décision technocratique aux conséquences humaines et sanitaires dramatiques. Les remises, jusqu'ici plafonnées à 40%, constituent une part essentielle de la marge des pharmacies et donc de leur équilibre économique. Or, vous vous apprêtez à les abaisser à 20 ou 25%, voire à 15% pour les biosimilaires. Résultat, jusqu'à 6 000 pharmacies, soit près de 30% du réseau, sont aujourd'hui menacées de fermeture. Et ce sont nos territoires ruraux, déjà sinistrés sur le plan médical, qui seront les premiers touchés. Les pharmaciens, aujourd'hui, dans la rue, vous alertent. C'est 20% du personnel qui pourrait être licencié, mettant au chômage des milliers de professionnels qualifiés. Dès le 1er juillet, les premières conséquences se feront sentir. Arrêt des gardes, ralentissement administratif avec l'assurance maladie. Et d'ici septembre, suspension de la télétransmission, licenciement, impossibilité d'assurer la vaccination antigrippale ou de délivrer les traitements les plus onéreux. C'est un effondrement silencieux qui se prépare, avec à très court terme une désorganisation complète de la prise en charge des patients fragiles, une aggravation des pénuries de médicaments et une rupture du lien social que le réseau officinal incarne au quotidien dans nos villes et nos villages. En France, c'est 4 millions de personnes par jour dans les pharmacies. Vos prédécesseurs ont mis plusieurs générations à construire un maillage officinal qui fait la force du système de santé français. Il est aujourd'hui de votre responsabilité de ne pas voir disparaître ce modèle. Aussi, nous vous demandons solennellement de retirer ce projet et de maintenir strictement la réglementation actuelle avec une marge réglementée et une remise commerciale plafonnée à 40%. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Yannick Noder, ministre de la Santé et de l'Accès aux soins. Madame la députée Grangier, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Grangier, on est en lien en permanence avec les différents professionnels de santé au sein du ministère pour justement assurer ce double maillage, ce maillage de proximité sanitaire, mais aussi ce maillage de nos territoires. Et pardon, mais on n'a pas attendu cette question au gouvernement pour s'assurer qu'effectivement les pharmacies jouent un rôle de proximité essentiel. Donc nous sommes dans des discussions budgétaires extrêmement compliquées. Oui, je vous l'annonce, l'arrêté qui permet de maintenir le plafond a été signé avant votre question au gouvernement, il a été signé hier, qui permet de prolonger le plafond actuel, mais qui permet surtout d'avoir les discussions, parce que je partage votre analyse, les déserts pharmaceutiques ne vont certainement pas améliorer les déserts médicaux.